Donc, merci d'être là. Donc, je suis Karine Duxin, je m'occupe de la partie conseil pour un éditeur de presse, un groupe, un opérateur aussi qui s'appelle Itefacto et qui est propriétaire de plusieurs médias, dont Le Monde Informatique, le MOSI, des sites aussi qui ne sont pas cités là, destinés plutôt à des populations finance, marketing, RH, logistique. Donc voilà, on a plusieurs médias avec au total quasiment 3,6 millions de visiteurs uniques. Alors la seule spécificité, c'est que nous on adresse uniquement, enfin nos audiences ne sont uniquement que des grosses PME, des ETI et des grands comptes. Donc la partie B2C, les TPE, etc., c'est pas du tout nous, on connaît peu, on connaît mal, donc c'est pas le sujet. Le sujet là, c'est d'essayer d'être un petit peu généreuse dans les partages de bonnes pratiques, on en reparlera, pour finalement vous aider à vous poser ou à poser à vos clients, pour ceux qui sont agences d'ailleurs, 6 questions quand quelqu'un a le souhait de vouloir créer un contenu. Pour l'anecdote, souvent on vient nous voir parce qu'on a des équipes, on a des journalistes, on a des rédacteurs, des studios, etc. Bref, des personnes viennent nous voir en disant voilà Karine, on aimerait bien créer un livre blanc, ou une infographie, ou faire un webcast, ou une vidéo. Et en fait, on se rend compte que finalement, les questions ne sont peut-être pas prises dans le bon ordre. Donc l'objet, c'est de vous les partager et qu'on puisse les reprendre dans le bon ordre en disant peut-être qu'il y a d'autres questions à se poser avant des enjeux de format. Juste pour spécifier un peu les audiences, rapidement. Donc il y a un marché qui sont les marchés des TPE. Il y a 4 millions d'entreprises en France, à peu près, sur lesquelles les cycles d'achat sont courts. En général, c'est un intervenant, 2 intervenants, enfin maximum et très peu. Et on va être sur de l'achat opportuniste, on va être sensible à des enjeux de promotion, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas des ETI grands comptes sur lesquels on va être sur des achats un peu complexes. Là, on parle d'à peu près 15 000 sociétés en France. Il y en a à peu près 30 000 en France qui font plus de 100 personnes. Ça vous donne un repère. Bon, si on monte un petit peu les tailles de compte, on est plutôt sur les 15 000 premières sociétés françaises. Donc, elles achètent différemment. Les cycles d'achat, donc les cycles de vente, mais les cycles d'achat sont différents, sont longs en général. C'est entre 6, 12, 18, 24 mois quand on veut changer son prestataire de restauration collective, quand on veut repenser son infogéreur informatique, quand on veut... Bon, il y a quand même des investissements qui prennent un peu de temps et qui ne se font pas comme ça à deux dans un coin sombre en 2 semaines. Donc là, il y a un enjeu aussi de personas qui sont différents, avec des utilisateurs, des influenceurs, des prescripteurs. Il y a toute une armée autour de la table, ce qu'on appelle autour de la table des projets, qui viennent intervenir sur ce type d'exercice. Donc là, on va vraiment parler de ces cibles ETI grands comptes. On a un repère qui est la presse, puisqu'on a par exemple un magazine qui s'appelle Le Monde Informatique, qui, comme son nom l'indique, s'adresse plutôt à des populations IT. On en a d'autres qui s'adressent à d'autres types de populations, mais sur lesquels on part toujours des articles et des contenus les plus lus pour se poser plusieurs questions. Et le succès d'un contenu, souvent on me dit est-ce que c'est bien, est-ce qu'il est bien mon contenu, etc. Ça dépend un peu de sous quel angle on le voit. Un bon contenu, ça peut être un contenu qui est beaucoup vu, ou beaucoup lu, ou beaucoup écouté, ou beaucoup visionné, peu importe. Mais ça ne veut pas dire qu'il est apprécié. Mais ce n'est pas forcément l'objectif. Ça dépend un peu, et on va le voir. Il y a aussi un des enjeux, c'est qu'on aimerait bien que les gens gardent un peu les contenus aussi, ou reviennent dessus, ou voilà, il y a un côté, une archive, une appétence un peu particulière. Et on se pose des questions sur les tendances, ce qu'il peut y avoir. On parle des podcasts en ce moment, du webcast. Je parle encore une fois, on reste vraiment B2B, on n'est pas du tout B2C. Mais on se pose plein de questions sur les nouveaux formats, les nouveaux supports, est-ce que ça marche, etc. Mais finalement, il y a un des enjeux qu'on vérifie quand même, c'est le niveau de confiance qu'inspire un contenu pour une audience. Et ça, on l'oublie parfois, mais je pense que quand on fait du B2B et quand on veut valoriser son expertise, ça doit être un sujet un peu intéressant. Si on reprend la première question, quand on définit un contenu, quand on veut créer un contenu, il faut déjà définir son objectif. C'est-à-dire on peut le faire pour plein de raisons. Nous, on en voit 4 qui peuvent se décliner un petit peu, mais globalement, il y en a 4. Il y en a un, c'est se positionner. C'est être valorisé comme le bon prestataire de... par exemple dans l'informatique, l'infogéreur des ETI qui ont franco-françaises ou au contraire multinationales ou peu importe.
Donc il y a un enjeu de positionnement. Là, les contenus qui vont intéresser un peu ces audiences-là, c'est un repère sur le marché. C'est eux-mêmes ont besoin de se positionner sur le marché et donc de positionner l'annonceur sur ce marché en disant, bah voilà, où j'en suis, est-ce que je suis en retard, est-ce que je suis en avance, et donc cet acteur-là, en présentant ce type de contenu qui peuvent être des études de marché, des analyses de marché, etc., déjà c'est un peu généreux, ça leur donne des chiffres et des repères, et en plus ça leur permet quand même d'alimenter une réflexion au départ, une veille, de se positionner et de se rassurer là-dessus. Il y a des enjeux de visibilité et d'awareness qui sont un peu différents. Là, on va être dans quelque chose de très tactique, d'animation, de buzz, là, on a envie d'être vu. Voilà, il y a une actualité, il y a quelque chose, un événement, une sortie d'offre, un nouveau service, un nouveau produit. Bref, c'est vraiment l'occasion de faire quelque chose et de le faire de façon extrêmement visible. Il y a la lead gen, la détection d'affaires, parce que bon, après, quand on fait du marketing, l'enjeu à la fin, c'est quand même de voir des projets. Et dans le B2B, la valeur des projets est telle qu'on ne veut surtout pas les rater. Donc là, il y a ce sujet d'aller alimenter un peu les chefs de projet, alors pas au sens titre du terme, mais au sens fonction du terme, c'est-à-dire celui qui a été missionné par, je sais pas, la DRH pour aller trouver le bon cabinet de recrutement qui va les accompagner dans leur stratégie de recrutement sur 2023, peu importe. Et donc là, on va alimenter en contenu ces audiences-là, donc ces chefs de projet. Ça peut être par exemple avec des contenus qui marchent très bien, des modèles de cahier des charges. C'est un outil technique. Franchement, il n'y a rien de pire pour un chef de projet de se dire bon, ok, maintenant, il faut que je me lance là-dedans. La première étape, c'est quand même au moins de définir une expression de besoin, puis de rédiger des cahiers des charges qui sont incontournables dans le B2B et dans des achats, encore une fois, un peu complexes et un peu longs et un peu... qui suivent un process d'achat un peu complexe. Et donc voilà, ça peut être un configurateur, ça peut être les 10 questions que je dois me poser pour choisir mon bon prestataire de restauration d'entreprise. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, il y a les crèches d'entreprise aussi, ça marche bien. Ça peut être un cas client, ça peut être les erreurs à ne pas faire pour changer mon ERP quand on est dans l'IT. Vous voyez, il y a tous ces contenus un peu généreux là aussi, un peu boîte à outils. Là, cette fois-ci, on va aider le chef de projet. On ne va pas dire, nous, on est très fort. On va dire, on va vous aider et on va vous donner une matière qui va nous, encore une fois, valoriser notre expertise, mais surtout, les attraper au bon moment. Et on parlera du cycle d'achat. Et puis, on peut faire aussi des contenus pour le support aux ventes, qui peuvent être, à nouveau, on retrouve des cas clients, ça marche très bien, parce que finalement, ce que les uns et les autres adorent, c'est savoir ce que les autres ont fait, leurs concurrents en l'occurrence. Quelle fois ont-ils fait, comment l'ont-ils fait, etc. Donc, ils ont besoin aussi de comprendre à quoi ça sert. Alors, surtout quand on est dans des domaines un peu techno, un peu complexes, etc. En l'occurrence, l'informatique, mais pas que. Il y a besoin de cette matière qui peuvent être des supports aux ventes. Donc, la première question quand même, c'est un contenu, d'accord, mais pour en faire quoi? Une deuxième question, c'est est-ce qu'on cherche à faire un contenu tactique ou est-ce qu'on cherche, au contraire, à avoir un contenu de construction? On retrouve un peu nos enjeux d'objectifs. Tactique, c'est on est sur un temps donné, il y a quelque chose qui est très conjoncturel, qui s'arrête très vite dans le temps. Les contenus vont pas être les mêmes. Alors les canaux de distribution, on en reparlera rapidement après, mais les canaux ne sont pas les mêmes évidemment, mais même la nature même du contenu. On peut être sur une envie de construction avec des contenus un peu par étapes qui vont dévoiler petit à petit quelques bonnes pratiques et quelques bons conseils et le faire sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois et voire même d'ailleurs sur toute une année. Donc la précision du contenu, il y a quand même une question à se poser qui n'est pas toujours posée, je le vois globalement et chez nos clients en l'occurrence, c'est quelle est la temporalité par rapport à ce contenu et quelle temporalité en tous les cas souhaitons-nous lui donner. Je vais assez vite parce qu'il y a eu du retard avant. Autre question, troisième question, les capacités et le timing. Alors, les capacités, quand on est sur des sujets un peu complexes, un contenu, ça ne se crée pas comme ça, sorti de nulle part. Même si vous faites appel à des gens très bien, qui sauront rédiger des choses très bien ou qui sauront monter une super vidéo très animée et très extraordinaire, l'enjeu, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait de l'expertise si vous voulez être un peu valorisé. Et ça, les experts en interne, il y en a pas, ils sont pas toujours dispo quand on veut, où on veut, au moment qu'on veut. Donc il y a quand même cet enjeu-là de disponibilité de l'expertise.
Par exemple, des cas clients, alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu à... On vous a déjà demandé de faire un cas client et vous dites, bah, c'est une super idée, un cas client, ça marche bien. Un cas client, ça génère de la curiosité, mais alors il faut le trouver, le client. Et puis le client qui dit oui, et puis le legal qui dit oui aussi, et la direction de la com qui vient s'en mêler. Bref, c'est quand même toute une aventure. Alors c'est possible, il faut le faire de temps en temps, quand on peut, etc. Mais une des questions avant de se dire, je vais faire un cas client, c'est déjà avons-nous un client. Ça paraît très trivial, mais croyez-moi, il y a certains qui découvrent que c'est quand même une surprise. Il y a des enjeux de deadline aussi, c'est-à-dire qu'on peut... un événement, aujourd'hui, c'est un contenu. Mais un événement, on ne sort pas un événement en 3 semaines. Enfin, j'imagine, je ne fais pas partie de l'organisation, mais quoi qu'il arrive, nous, on fait des événements, des conférences, des machins. On se rend bien compte que c'est quand même plusieurs mois de travail. Donc faire un contenu, d'accord, mais si on est un peu pris par le temps, parce que si on revient sur le slide avant, on est dans un enjeu de buzz et de temporalité un peu rapide, posons-nous quand même la question des deadlines. En fait, l'idée, c'est qu'avec l'ensemble des réponses de ces questions, après, derrière, là, c'est trop court pour le faire, mais vous croisez l'ensemble de ces données, puis il y a des types de contenus qui sont plus ou moins adaptés en fonction des contraintes et des réponses à chacune des questions. 4e question, le profil. On en parlait en intro. Les ETI et les grands comptes, ce n'est pas un gars à convaincre. De toute façon, on n'est pas dans les systèmes de piscine ou autres, où on va être dans des interlocuteurs dans le B2C. Bon, éventuellement, on en convainc 2, monsieur et madame, mais voilà, il n'y a pas non plus, on n'est pas du tout dans les mêmes organisations. Et nous, on a tendance à séparer quand même encore les grands comptes et les PME, même grosses PME, parce qu'il y a des enjeux. Alors, CXO, je pense que vous connaissez tous, mais donc ce sont les directeurs, finances, informatique, enfin vraiment les personnes les plus haut capées qui, eux, on le voit, quand on regarde un peu ce qu'ils consomment en termes de contenu, vont chercher des contenus qui répondent à leurs attentes professionnelles qui sont définir les orientations. On l'a marqué comme ça. C'est-à-dire qu'ils vont arriver en amont de phase, ils vont vouloir comprendre le marché. Ils vont vouloir, à nouveau, eux aussi se positionner et voir l'alerte ou pas d'ailleurs par rapport à leur propre situation en disant est-ce que je suis bien doté, quoi qu'il arrive, est-ce que je travaille avec les bons fournisseurs, prestataires, partenaires, peu importe. Mais il y a des enjeux. Sur les PME, c'est un peu différent. On va être moins sur l'orientation, on va déjà être sur la roadmap. C'est-à-dire que ce qu'ils cherchent, c'est du contenu qui va les aider à définir les plans, à prioriser les investissements, c'est-à-dire à faire des arbitrages. On est déjà dans l'ordre de l'arbitrage, ce qui ne sera pas d'ailleurs le cas du CXO grand compte. Si on redescend encore un petit peu, il y a les responsables de BU qui, eux, cherchent à voir dans leurs prestataires, fournisseurs, offreurs, constructeurs, peu importe, l'expertise. Eux, ils commencent à avoir un peu peur de se tromper, là. Là-haut, ça n'a pas encore peur de se tromper, parce que ça voit les choses, mais on reste quand même encore dans la vision. Alors que les responsables et départements de BU, là, ils vont chercher du contenu qui va valoriser l'expertise, qui va montrer combien incontestablement ce fournisseur, ce prestataire, cet offreur est bon et expert dans son domaine. Si on redescend, et là, on va parler de sécurité, il y a les chefs de projet, le porteur de projet. Celui à qui on a dit, bon, mon gars, dans 6 mois, il va falloir déployer, changer l'outil de gestion des temps et des activités pour tous les collaborateurs du groupe, et ils sont 1500. Et c'est un petit groupe. Là, sa trouille à lui, ça va être de faire le mauvais choix quand même. Donc il y a quand même c'est là où un modèle de cahier des charges, par exemple, marche très bien. Ça va sécuriser le projet, ça va s'obliger à se poser et à poser au marché toutes les questions qu'il faut poser et qu'il faut se poser aussi avant de faire un choix, avant de rédiger un vrai cahier des charges. Ce sont des outils très pratiques, très concrets, très boîte à outils à nouveau, et qui sont très appréciés des populations chefs de projet. Là, pour voir ceux qui bougent là-dessus, c'est-à-dire ceux qui vont commencer à consulter, à télécharger, à valider des formulaires pour regarder ce type de contenu, qu'il soit vidéo, infographie, peu importe le support, là, on commence à avoir des taux de projet intéressants derrière quand on les traite. Et enfin, il y a les utilisateurs. Alors, les utilisateurs sont parfois très en amont de phase, parfois vont intervenir de façon très concrète et de plus en plus d'ailleurs sur les choix qui peuvent être faits. En tous les cas, ils sont toujours un peu prescripteurs. Et eux, ce qui va les intéresser clairement, ce n'est pas l'expertise technique, ce n'est pas le montage financier autour d'un investissement, ça va être l'impact. L'impact chez eux, l'impact pour leur métier.
Donc en fait, si on prend tout contenu, ne répond pas à toutes ces attentes-là, quoi qu'il arrive. Donc l'enjeu, c'est quand même de pouvoir les repositionner quelque part. Et puis la 5e question, c'est le cycle d'achat. Parce qu'on ne peut pas vouloir, et on n'est pas obligé de vouloir les capter tout le temps sur tout le cycle d'achat, sachant qu'il peut y avoir entre 18 et 24 mois, entre le plan et les arbitrages au départ et la signature à la fin. Et encore après, il y a le déploiement, hein, donc c'est encore toute une affaire. Donc la question, c'est de se poser, la question à se poser, c'est finalement, où est-ce qu'on aimerait intervenir? Est-ce qu'on veut arriver tôt? Parfois peut-être un peu trop tôt, mais bon, parfois mieux vaut être là trop tôt que trop tard, hein, trop tard c'est trop tard. Donc, est-ce qu'on veut être là tôt, par exemple auprès des CXO sur les enjeux de plan, d'arbitrage, etc. Est-ce qu'au contraire, parce que les forces commerciales sont telles que on n'a pas forcément envie d'avoir trop de jeunesse, peut-être un peu plus de volume. La jeunesse, c'est de fait plus de volume. Il y en a moins qui sont dans le funnel du marketing. Plus on avance, plus ça se réduit, mais plus c'est mature. Peut-être que les recommandations techniques qu'on peut faire pour aider des end-users, enfin des décisionnaires à prendre la bonne décision à la fin, là, on arrive super tard sur le funnel et sur le cycle d'achat. Donc, on va en avoir beaucoup moins. En revanche, on va avoir quand même un ROI en tous les cas, puisqu'il faut en parler un petit peu. Un enjeu de tout ça, c'est quand même les contenus, c'est sympa, mais à la fin, c'est pour vendre. Ça permet d'avoir une population moindre, mais une population qui est plus à valeur, avec un ROI, avec des taux de projet en tous les cas. Et ça n'est pas un gros mot, qui est quand même plus intéressant. De surcroît, quand on est au moment de l'aide au choix, c'est-à-dire qu'on est capable de créer des contenus qui vont comparer tel ou tel arbitrage, le cloud, pas le cloud. Je suis très IT dans ma culture, désolée pour ceux qui n'y sont pas du tout. Mais bon, c'est le monde informatique aussi. Le cloud, pas le cloud, ou peu importe. Quand on est dans l'aide au choix, là, on arrive quand même très tard dans le cycle d'achat, ce qui est plutôt une bonne chose. Après, il ne faut pas arriver trop tard. Parce que parfois, on regarde ce type de contenu et on consomme ce type de contenu, mais on vient de faire son choix. C'était juste pour se rassurer, pour se dire, bon sang, pourvu que je ne me sois pas trompée, quoi. Et enfin, la sixième question à se poser, c'est les formats et les supports. Et je reviens à mon intro. Karine, on aimerait faire un webcast. On voudrait faire une vidéo de 5 à 8 minutes. Ça, c'est un format, voire même un support. Mais en aucun cas, c'est un contenu avec un objectif, dans un funnel et dans un contexte d'intégration, etc. Le sujet, c'est que la valeur sera toujours plus importante que le support. Une vidéo qui raconte quelque chose de complètement inintéressant, elle a beau être super fun avec une super musique, ça n'a aucun intérêt. Dans le B2B, pour les ETI, les grands comptes, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des bons livres blancs, un peu techniques. Bon, faut pas que ça soit trop long, et s'il peut y avoir du graphisme et que ça soit joli, c'est mieux, mais un bon livre blanc, un bon outil de travail. Je repense à nos modèles de cahier des charges. Un modèle de cahier des charges, mine de rien, c'est pas fun, et puis ça fait pas rêver, mais c'est très utile, et c'est très apprécié, et c'est très, pour le coup, téléchargé, validé, avec des taux de projet derrière qui sont très intéressants. Donc la valeur, il y a un modèle de cahier des charges, on pourrait en faire une vidéo, on pourrait en faire un podcast, on pourrait en faire un événement, une conférence dédiée là-dessus. En fait, les supports, les formats, c'est peut-être la dernière question à se poser, en fonction de ses moyens sans doute, en fonction de ses appétences. En fonction quand même, c'est pas une question, on le sort un petit peu de l'exercice, c'est la chaîne marketing derrière qu'on veut en faire. Parce que l'objectif de tout ça, c'est quand même un contenu, on en a sans doute plein dans nos serveurs de fichiers, et sur nos PC parfois, et ça traîne. Dans les directions de com, on en voit plein aussi. La richesse des contenus, elle n'est pas... voilà, il y en a toujours. Maintenant, l'enjeu d'un contenu, c'est quand même d'être partagé. Sinon, il a quand même assez peu de sens. Donc la question à se poser, qui n'est pas une question, mais qui est une évidence, c'est pour ça que je ne l'ai même pas intégré comme une question, c'est comment intégrer le contenu dans la chaîne marketing, c'est-à-dire comment... Et là, ça va dépendre vraiment de l'objectif et ça va dépendre des types de contenus. Quand on fait un article publié, rédactionnel, un article sponsorisé, on ne va pas le mettre sous un format de téléchargement, par exemple, parce qu'un article, c'est un article c'est de l'actualité, un article, ça doit se lire, et par le plus grand nombre. L'enjeu n'est pas de le rendre monnayable, même si l'accès est gratuit, mais il n'y a pas d'enjeu de lead gen derrière un article. On est dans un enjeu de visibilité, d'awareness. Quand on va
Quand on fait un événement online, par exemple, bah, dans sa promotion, on peut être beaucoup plus large qu'un événement physique. On peut inviter des gens qui sont un peu hors cible, et puis c'est pas très grave, parce que finalement, il y a peu de risques. Le online, plus il y a de monde, ça coûte pas plus cher en petit four, on n'est pas bloqué par la taille des salles et le nombre de chaises, donc c'est pas le sujet. Donc, dans les formats, dans les supports, par exemple, qu'on peut utiliser, il y a quand même des questions à se poser dans est-ce que je resserre, est-ce que je mets un peu de barrière à l'entrée. Les modèles de cahier des charges, nous par exemple, on n'en fait jamais la promotion. Ça marche trop bien, c'est pas le but. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils viennent les chercher tout seuls pour qu'il y ait un beau taux de projet derrière et qu'il n'y en ait pas 3 millions à appeler pour trouver les quelques projets qui nous intéressent. Surtout quand on est sur des marchés de renouvellement tous les 7, 8, 9 ans. Bon, voilà, on n'est pas sur des marchés de volume. Et le B2B est rarement sur des marchés de volume. Donc, véritablement, la question à se poser, c'est déjà le support, évidemment, la réactivité qu'on peut en attendre, mais parfois, c'est vraiment de la visibilité, c'est le display, c'est les bannières, c'est un bel habillage sur un site média. C'est très bien, ça fait de la visibilité. Il ne faut pas en attendre un ROI fort en termes de taux de projet. En tous les cas, nous, ce n'est pas quand on s'engage pour identifier des projets derrière des campagnes et des stratégies de création de contenu. Jamais on s'engage sur des projets derrière des impressions et derrière des jolies choses qui clignotent, etc. Même si c'est très très bien, pour le coup, pour être connu, pour être vu, pour qu'ils pensent à nous, pour qu'ils pensent à eux plutôt, dans le cadre d'un projet. Il y a des enjeux de promotion. Encore une fois, on peut faire des choses un peu sioux, c'est un peu AdWords, où on va aller regarder quand même on va faire des mails extrêmement personnalisés sur des bases extrêmement ciblées. Mais on peut faire du push un peu plus large en termes d'audience, toujours sur nos PME et TI grands comptes, mais on peut faire du push un petit peu plus large. Signer un formulaire, ça permet de trier un petit peu en aval, et peut-être que mieux vaut trier en aval qu'en amont, parfois c'est quand même un peu plus simple. Mais le tri, c'est du temps, c'est de l'expertise, et donc voilà, toujours se poser la question de l'ouverture qu'on laisse à notre entonnoir, pour se dire, en fonction du type de contenu, en fonction de son angle, en fonction de son objectif et des personas attendus, peut-être faire les choses différemment. Les réseaux sociaux, par exemple, si on veut cibler les CXO du CAC 40, c'est pas sûr. C'est peut-être pas le bon support, vous voyez. Alors qu'organiser, c'est un contenu, un dîner dans un bel hôtel, dans un bel endroit avec quelqu'un, un animateur un peu capé pour partager entre eux et entre pairs sur un sujet donné. Là, c'est un contenu qui est sympa. Là, c'est un contenu où on peut toucher des personnes un petit peu plus haut capées. Donc voilà. Et puis, il y a l'enjeu du traitement. Et les traitements sont divers. On peut juste regarder, et c'est déjà très bien, les statistiques associées à la promotion d'un contenu. On peut nurturer toute cette matière-là et les appeler. Et bon, on n'a pas encore trouvé de meilleure façon de voir des projets que de poser la question aux gens. Donc, encore faut-il les appeler et leur poser la question. Dans le B2B, les gens viennent un peu vers les offreurs pour leur dire appelez-moi, j'ai un projet. Ça arrive, mais en général, c'est un peu à côté. Ça peut être inviter tous ces contacts générés par la promotion d'un contenu à des événements, s'abonner à des newsletters. Bref, les traitements sont divers et toujours à réfléchir en fonction et des volumes et des objectifs. Donc si on synthétise un peu, finalement, il y a ces 6 questions. Quels sont les objectifs? On est sur du tactique ou de la construction. Là, on est sur un enjeu de timing, pas un timing pour créer le contenu. Un timing pour promouvoir et passer un message. Sur les capacités et le timing, cette fois-ci, pour la création de contenu. Là, c'est très moyen et pratico-pratique, mais c'est important. Le profil de l'audience, qui finalement n'arrive que là. Il pourrait arriver un petit peu plus tôt. Mais comme il est très lié de toute façon au cycle d'achat, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, en fonction des niveaux hiérarchiques et de là où ils sont autour de la table et dans le cycle d'achat, les attentes en termes de typologie de contenu ne sont pas les mêmes. Et puis seulement, et à la fin, quel format pour quel support. Et juste un point en conclusion, ce qu'on dit souvent, parce que dans mon quotidien, j'accompagne souvent des personnes qui interviennent sur des conférences, pas sur ces formats-là et dans un métier un peu particulier. Mais je pense que l'enjeu, c'est finalement et on ne l'entend pas si souvent, de faire un peu preuve de générosité. Alors, j'espère que je l'aurais fait un petit peu aujourd'hui, mais dans le partage de l'expertise, dans le partage des bonnes pratiques ou dans l'alimentation de cette besace dont on a tous un peu besoin pour mieux connaître nos métiers. Il y a des choses extrêmement basiques là-dedans, mais parfois ça fait du bien de se les faire redire.
Voilà, parfois les contenus manquent un peu de générosité, parlent beaucoup de soi, pas forcément beaucoup des autres, et qu'une audience, dans l'absolu, aime quand même un peu qu'on parle d'elle. Donc voilà, donc ça c'est mon petit conseil où on oublie un peu parfois cette générosité dans la création des contenus dans le B2B. Voilà. Et si, mon petit slide qu'on m'a demandé de montrer, la culture 100% B2B, je ne suis pas commerciale, mais voilà, on est une société quand même, Itefacto, qui avons des journalistes en effet, qui avons des médias, plusieurs médias, plein de médias, 14 sites web. Et on a même des magazines papier, on a plein de choses. Mais notre métier, c'est d'être un opérateur de marketing B2B, 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 et seulement sur les audiences PME, ETI, grands comptes. Voilà, j'ai fait ma petite seconde commerciale. Je vous remercie.